Alors, pour poursuivre, les États-Unis ont été avertis, notamment par Charles de Gaulle, de ne pas traiter cette affaire de manière purement idéologique, mais de considérer que des contradictions réelles et matérielles divisaient la Chine de l'Union soviétique. Mais le biais idéologique qui est celui des États-Unis a empêché finalement les autorités américaines de saisir la perche qui leur était tendue. Et pour certains commentateurs, cela aura constitué un facteur d'aggravation de la guerre froide qui s'ensuivit. Euh, voilà, qui s'ensuivit. Alors, pour ce qui est de la Chine, sur ce plan-là, elle a poursuivi son cours et tenté de prendre un peu la relève par rapport à discréditer d'abord le révisionnisme soviétique dans ses termes à elle et à prendre à son compte la relève du mouvement communiste international par des formes de propagande ou des formes de diffusion de ses idées qui prenait avantage, on va dire, du baby boom en Occident, parce qu'elle a été très active en Occident à diffuser les éditions en langue étrangère de Pékin, et en particulier le Petit Livre rouge de Mao, mais beaucoup d'autres publications qui ont fait quand même qu'il y a eu à un certain moment donné une certaine effervescence autour de l'idée maoïste. Alors, est-ce que la Chine est allée continuer dans cette voie-là? Dans cette voie-là, ce qu'on peut dire, c'est que la Chine a été prise elle-même dans un tourbillon dont elle a eu beaucoup de difficultés à se sortir parce que qu'est-ce qui a été la suite ou la continuité de ça? Ça a été la révolution culturelle prolétarienne à l'intérieur de laquelle le radicalisme chinois, le radicalisme du communisme chinois à prétention marxiste-léniniste orthodoxe a pu s'exprimer et a pu finalement détruire euh, la société chinoise ou les progrès de la société chinoise de l'époque. Euh, le mouvement des gardes rouges, le mouvement de la révolution culturelle prolétarienne a été un mouvement de destruction de destruction du passé chinois, euh, dont une partie culturelle a été de justement de détruire ou de renverser des monuments de l'ancienne Chine, comme par exemple des statues ou des monuments à la mémoire de Confucius ou de son principal disciple Mencius. Et cette œuvre de destruction n'a pas vraiment rapporté à la Chine, mais elle a beaucoup tenté de détruire son passé, de dévaloriser son riche passé au profit d'une idéologie qui devait former et mettre en vie euh, prétendument un homme nouveau. Alors tout ça a été un échec et cet échec-là a été confirmé par finalement la victoire de ceux que la révolution culturelle prolétarienne combattait, c'est-à-dire par la victoire de Deng Xiaoping, qui était une figure, disons, une des figures à combattre euh, du point de vue des gardes rouges et des révolutionnaires culturels. Alors, cette révolution culturelle prolétarienne est intéressante parce qu'on peut faire certains parallèles avec ça. Le premier parallèle que j'aimerais faire, c'est celui qui concerne la Révolution tranquille au Québec, où est-ce qu'on a assisté de la même façon à la destruction
à la destruction d'un passé qui était le nôtre, le passé des Canadiens français. Et on a dévalorisé ce passé-là. Et on a... pourquoi? Pour finalement mettre de l'avant des, des idées, une idéologie, un point de vue, une nouvelle société, une nouvelle façon de voir les choses qui était tout à fait orientée sur Washington, sur Hollywood, sur les États-Unis. Et cela s'est produit dans tous les domaines, en éducation, en santé, dans tous les domaines. Et puis, non, c'était pas nécessaire de dévaloriser notre passé de Canadiens français pour bâtir la place Ville-Marie. Et puis, il y avait peut-être la possibilité de tirer de l'œuvre de Samuel de Champlain, par exemple, qui est une œuvre tout à fait exemplaire, non seulement dans l'histoire de la Nouvelle-France, mais dans l'histoire du Canada français, dans l'histoire de l'Amérique, dans l'histoire européenne. C'est une histoire qui aurait pu mériter qu'on valorise davantage et qu'on en tire, par exemple, des conséquences ou des conclusions philosophiques et qu'on aurait pu lier, par exemple, à Lionel Groulx, qu'on aurait pu, en fin de compte, faire une espèce de base nationale canadienne-française forte et riche, mais non, on a voulu tout détruire à ce niveau-là. Également, aujourd'hui, deuxième exemple, c'est que qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un petit peu une dévalorisation de la valeur de l'Occident qui se voit par la puissance, on va dire, du mouvement woke et du mouvement de Black Lives Matter et ce genre de mouvement-là, qui semble un peu inspiré par des idées caricaturales ou des idées qui sont extrêmement courtes, extrêmement simplistes, qui font penser, ni plus ni moins, au petit livre rouge de Mao Tse-tung qu'on brandissait comme ça, sans savoir de quoi il s'agissait ou sans plus de profondeur. Sans plus de profondeur. Alors nous voyons que ce genre d'excès n'est pas propre à la Chine, mais peut se produire avec différentes intensités et de manière naturellement différenciée. C'est sûr qu'il y a des différences à faire. Alors, je veux dire, on n'est pas au Québec comme en Chine et on n'est pas aux États-Unis comme au Québec, etc. Mais je pense que l'idée de révolutionner le monde et de former un homme nouveau, de purifier l'humanité par un processus révolutionnaire est assez présente dans ces trois cas-là et puis ne peut nous amener un avenir meilleur. C'est une fausseté de croire que cela peut nous amener un avenir meilleur. Et effectivement, Deng Xiaoping, qui était la grande figure à abattre de la révolution culturelle prolétarienne en Chine, a été celui qui, à partir de 1970 et 1980, a adopté graduellement, a permis qu'on adopte en Chine graduellement tous les codes du capitalisme et tous les codes de la propriété privée, tous les codes finalement qui sont ceux de l'Amérique. Alors, la Chine communiste, bon, je pense que là, la Chine communiste, c'est une caricature du communisme aujourd'hui. Je pense que toute l'évolution de la Chine qui s'est faite depuis la fin de la révolution culturelle prolétarienne tendent à montrer que la Chine, finalement, s'est bien développée en conjuguant son passé, ses forces nationales intrinsèques, sa culture nationale particulière, les forces qui sont les siennes, à l'expérience capitaliste mondiale, tout simplement, dans le sens que la Chine a adopté le capitalisme
et grâce à sa grande culture, ou on va dire le conjuguer d'une manière créatrice, qui a fait que la Chine, aujourd'hui, est devenue le leader du monde capitaliste. Et si on considère la Chine par rapport aux États-Unis, c'est sûr qu'on peut superficiellement parler de différence entre le communisme et le capitalisme, mais je pense que la grande différence n'est pas là. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Et je pense qu'on aurait intérêt à regarder ce que Graham Allison, dans la guerre, l'Amérique dans le piège de Thucydide, qu'est-ce que best-seller mondial, en passant, qu'est-ce que ce monsieur-là nous dit par rapport aux différences entre la Chine et les États-Unis? Bien, ça vaut la peine de s'y arrêter. Euh, il montre que le choc des cultures est peut-être plus à prendre en considération que, que des jugements trop simplistes qui font une différence entre communisme et capitalisme qui ne va pas suffisamment au fond des choses pour vraiment comprendre la différence entre les deux cultures. Alors, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 9 sujets différents, il tente d'établir la différence entre les États-Unis et la Chine. Sur la perception de soi, il dit que les États-Unis sont le numéro un, veulent être le numéro un, alors que la Chine se considère comme le centre de l'univers. Numéro un implique naturellement plus de compétitivité. Numéro 2, valeurs fondamentales. Aux États-Unis, la liberté. En Chine, la valeur fondamentale serait plutôt l'ordre. Troisièmement, conception du gouvernement. Aux États-Unis, mal nécessaire. En Chine, bien nécessaire. Forme de gouvernement. Aux États-Unis, république démocratique. En Chine, autoritarisme à l'écoute. Modèle. Aux États-Unis, le modèle missionnaire, comme dans la formule qui est bien rendue en anglais de Manifest Destiny, dans le sens que, bon, le protestantisme, etc., conduit à ce sentiment d'avoir une mission par rapport à l'humanité, une mission irremplaçable, peuple irremplaçable, etc., ce qui n'est pas sans rappeler le judaïsme, par exemple. Alors donc, missionnaire, et du côté de la Chine, inimitable, c'est-à-dire de sentir qu'on possède un caractère propre et qui n'est pas un caractère propre, qui est le sien. Étrangers, par rapport aux étrangers, les États-Unis, société inclusive, la Chine, société exclusive. Horizon temporel, aux États-Unis, le moment présent, en Chine, l'éternité. Le changement, aux États-Unis, c'est l'invention, en Chine, c'est la restauration et l'évolution. En politique étrangère, l'ordre international pour les États-Unis et pour la Chine, une hiérarchie harmonieuse. Alors, on ne peut pas dire que c'est une vérité parce que ces neuf critères-là de comparaison ne peuvent tenir pour une vérité absolue, mais c'est une vérité relative et une vérité qui permet la réflexion, qui permet la considération des choses dans un sens de relativité, d'une relation qui permet le jugement équilibré. Alors que si on parle de diabolisation de la Chine communiste, ou etc., si on reste dans un monde et dans une conception binaire de la réalité humaine, je pense que beaucoup de choses nous échappent et les choses qui nous échappent sont justement celles qui risquent de nous retomber sur la tête au moment où on s'y attend le moins parce que ça ne nous permet pas de saisir vraiment la complexité du monde et la façon dont il faut l'aborder.